Mon histoire des requins, alors on ne va pas refaire l'histoire, en plus je pense qu'elle est relativement connue, puisque ça fait depuis 2005 que je me bats pour la protection de toutes les espèces marines et océaniques, et particulièrement le requin. C'est en 2005 vraiment que j'ai commencé à me battre pour ça. Et l'histoire, c'est que tout simplement, moi, lorsque j'étais petit, j'étais terrorisé par les requins. Je suis né en 1975, c'est l'année des Dents de la Mer. Je ne suis pas du tout de la génération du Grand Bleu, moi je suis de la génération des Dents de la Mer. Et ce film m'a terrorisé. Ce film m'a terrorisé, partir à la pêche avec mon père au large, se baigner à 30-40 000 au milieu des dauphins, des globicéphales, des baleines, ça me faisait peur quand j'étais petit. Il a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ces animaux étaient menacés et non pas menaçants. Et pour cela, il a fallu qu'à un moment, je prenne non pas le taureau par les cornes, mais le requin par les dents. Je parte dans l'océan Indien nager avec mes premiers requins pour me rendre compte qu'effectivement, avec des initiés, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était une espèce plus menacée que menaçante. Maintenant, j'ai effectivement, depuis 2005, eu énormément d'expériences, d'interactions. Je vais appeler ça des interactions parce qu'on appelle ça des interactions. Je dirais plutôt des intrusions dans le monde des requins, aussi bien en plongée bouteille qu'en plongée en apnée. Très honnêtement, ce n'est pas tellement la façon dont on va plonger aussi bien en apnée qu'en bouteille qui va différencier de beaucoup de choses. C'est plus la façon dont on va se comporter vis-à-vis de ces animaux qui sont chez eux qui va différencier les choses. J'ai eu de très belles rencontres, je n'ai pas envie de parler d'interaction avec des requins, j'ai eu de très belles rencontres avec des requins en bouteille, j'en ai eu de très belles en apnée, j'en ai eu des très décevantes, entre guillemets, en apnée et en bouteille. Donc en fait, ça ne change pas grand-chose, c'est notre façon de se glisser dans l'eau et de se présenter à l'animal quel qu'il soit, principalement si c'est effectivement un prédateur qu'on appelle apex predator en anglais, hein, les animaux qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, qui sont les grands patrons. Eh bien, bien entendu, c'est notre façon de nous présenter à eux qui va différencier les choses. Et ce sont eux qui vont de toute façon décider en fonction de ce qu'ils sont en train de faire, d'où on se trouve, de ce qu'ils veulent faire, de ce que nous on fait, Ouais, de l'heure à de ce laquelle que c'est, l'on si veut c'est. faire. L'heure, c'est une chose. Mais en réalité, l'animal, quel qu'il soit, est en train de faire quelque chose. Il est en train soit de se reposer, soit de nager, soit de chasser, soit de chercher à se nourrir, soit de chercher à se reproduire, soit il est en train de fuir. Et donc, il est tout simplement peut-être en transhumance aussi, il est sur un passage, un chemin, ce qui est arrivé notamment de nombreuses fois à l'Iwal Shoal en Afrique du Sud. Et nous, on se retrouve là, au milieu, non pas de nulle part, mais de son chemin. Et on va attiser soit sa curiosité, mais on peut attiser aussi son énervement, son agacement. On peut attiser son audace, s'il est audacieux, Ouais, son appétit. ils ont vraiment chacun un caractère différent aussi en fonction des Et espèces. Donc, tous les animaux, bien sûr, comme tous les animaux, comme nous aussi, hein, chaque personne est à prendre non pas avec des pincettes, mais on aborde les gens d'une façon habile et patiente, quels qu'ils soient, surtout quand on ne les connaît pas, bah, les animaux, c'est la même chose. Attention à ne pas humaniser les animaux. Les animaux sont des animaux, ce ne sont pas des êtres humains. Les animaux, ce n'est pas des doudous. Les animaux, ce ne sont pas des jouets. Les animaux sont des êtres vivants qui ont leur mode de fonctionnement, leur façon d'être. Ce ne sont pas des êtres humains, donc il ne faut pas les considérer comme tels. Nous sommes des êtres humains, ce sont des animaux. Il faut considérer une chose très importante. La mer, c'est un des derniers, sinon le dernier endroit sur Terre où on est en contact direct avec le monde sauvage. Ça n'existe plus ailleurs. Tous les animaux sur Terre pratiquement ont été domestiqués. S'ils ne l'ont pas été, ils ont tous à un moment ou à un autre, dans une courte vie, été en contact avec l'être humain. On parle de grands gibiers, hein, les sangliers, les cerfs, les biches, tout ce qui est cervidés, chevreuils. La plupart des oiseaux,
sinon tous ces animaux, à un moment, s'ils n'ont pas été familiarisés, ils ont été en contact avec l'homme. C'est le monde sauvage, mais à proximité des agglomérations, à proximité du contact avec l'homme. Il suffit simplement de regarder l'avènement des sports outdoor depuis une quinzaine d'années, bien plus que dans les années 80, à l'avènement de l'hédonisme, du sport hédoniste. Et bien maintenant, il est très rare de réussir à être seul en haut d'une montagne, dans la forêt, parce que c'est très fréquenté. C'est tant mieux, et c'est très fréquenté. Dans la mer, dès lors qu'on va mettre un pied dans l'eau, on va être en contact direct avec le monde sauvage, avec des animaux qui, soit parce qu'ils ont une durée de vie très courte, ou parce que leur monde est très vaste, 72% de la surface, la superficie de la Terre est recouverte d'océans ou de mer, de bleu. Donc vous imaginez que ça ne laisse pas beaucoup de place pour la Terre et les terriens et les humains. Donc là, on est en contact direct avec l'animal sauvage. L'animal sauvage qui va avoir, non pas des interactions, mais qui va avoir des contacts très spécifiques avec l'intrus. L'intrus, c'est nous. Et donc, ils vont réagir de différentes façons. On en revient à la discussion de tout à l'heure. Ils vont réagir avec curiosité, donc ils vont s'approcher, chercher à comprendre. Avec crainte, ils vont s'enfuir. Avec méfiance, ils vont rester à distance. Avec audace, ils vont venir au contact. Et donc, c'est ça qu'il faut considérer. Plus que de se dire, lorsque je suis en plongée libre, j'approche plus facilement les animaux. Je vais vous dire la vérité, je suis en plein tournage d'un livre depuis 1 an et demi avec Greg Lecoeur. Alors effectivement, lorsque on est en plongée libre au milieu des odontocètes, dauphins, globicéphales, tous ces animaux magnifiques, ces mammifères avec des dents, en plongée libre, c'est plus simple. Ils auront tendance à venir plus près de moi que de Greg. Par contre, les raies mantas, notamment, elles n'ont que faire de moi. Elles préfèrent aller jouer avec les bulles des plongeurs. Ouais, les otaries, c'est kiff-kiff. Mm. Donc, en fait, chaque animal est très spécifique. Les requins, c'est la même chose. Est-ce que ce sont des requins qui sont vraiment des requins qui sont, on va dire, sédentarisés pour quelque raison que ce soit? Des requins qui sont chez eux, qui ne bougent pas parce que ce sont des requins qui restent à cet endroit-là. Est-ce que ce sont des requins que l'on a sédentarisés? Parce qu'à l'époque, ça ne se fait presque plus. On a fait du feeding, donc on les a habitués à venir et ils sont restés là. Est-ce que ce sont des requins qui viennent parce qu'ils ont de la nourriture, tout simplement? Je pense à l'île de la Réunion, sur les tombants. Il y a un certain type de requins qui ont l'habitude de venir sur ce tombant-là parce qu'ils ont une nourriture sûre et certaine lorsqu'ils sont de passage à l'île de la Réunion et qu'ils viennent se nourrir. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on va les rencontrer, qu'est-ce qui va se passer? Si on rentre en compétition avec eux ou qu'ils pensent qu'on est en compétition avec eux, eh bien, ce sont des interactions qui sont non pas malveillantes, mais qui vont se solder par soit une confrontation, soit par la fuite d'un des deux. Généralement, c'est lui, c'est pas nous. Soit s'il y a une lutte territoriale ou une pression particulière de l'intrus, nous en l'occurrence, il peut y avoir, pour quelque raison que ce soit, défense du territoire ou défense de l'action qui est en train d'être menée. Et à ce moment-là, on peut prendre un grand coup de nez, j'en ai pris de très nombreux, avec un passage de dents au passage, sans pour autant avoir voulu mordre, ou une morsure bien définie, pour quelque raison que ce soit, ça arrive aussi. Si on parle par exemple des requins blancs, qui sont les apex prédateurs par excellence, il y a en plus apparemment une hiérarchie dans la place de l'animal dans l'espace, entre la surface et un fond défini, 10, 15 mètres, et la taille de l'animal. Le prédateur qui en plus est ou va être le patron à cet endroit-là, c'est généralement celui qui s'octroie la meilleure place, bien entendu. Hein. Ça existe dans le règne animal, mais chez nous aussi, exactement, le lion sous l'arbre.
eh bien, les grands requins blancs, alors je vous parle de requins blancs parce que c'est très parlant et puis parce que j'y ai été confronté de nombreuses fois, et c'est quelque chose dont on s'est rendu compte avant de le comprendre et de le lire, eh bien, ils vont avoir tendance à squatter la surface. Mais en surface, il y a nous. Donc là, il y a une forme de compétition qui s'opère parce qu'on vole la hiérarchie d'un animal qui est chez lui Ouais, tu es avec un ses intrus. pairs. Tu es un intrus, en fait. Tu Là, on deviens. est vraiment un intrus. Donc, il faut avoir conscience de cela. Oublier qu'on est là pour faire des photos, des images, des prélèvements, du marquage ou quoi que ce soit, et se rappeler qu'on est là en tant qu'observateur, tout simplement, qu'on n'est pas à notre place, et que cette place, elle nous est permise, qu'on s'octroie cette place, mais qu'elle nous est permise, un laps de temps relativement défini. Une petite histoire, lorsqu'avec Fred Buil et William Windram notamment, nous étions sur nos opérations de marquage à partir de 2005-2006, d'abord en Afrique du Sud et ensuite Pélo, on en a peut-être. fait un peu partout jusqu'à, alors on a le pélo, mais on en a fait, là on va parler des requins blancs, donc Coupé. au large du Mexique, à Guadeloupe, voilà. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on passe peu de temps dans l'eau. Déjà d'une part pour déranger le moins possible les animaux, mais surtout pour rester très vif. Parce que lorsque l'on est en surface, on est bercé par la surface, on est focalisé sur les choses que l'on a à faire, et puis finalement, même si on a une appréhension quelle qu'elle soit, avec le temps, elle s'estompe. L'animal prédateur qui est opportuniste, lui, est patient. Et il nous est arrivé plusieurs fois d'être surpris par des animaux que l'on avait perdus de vue et qui, eux, ne nous avaient pas perdu de vue, qui sont arrivés dans notre dos, soit dans un mode un peu comme des inquisiteurs, hein, soit en étant très curieux, soit limite très audacieux. Donc, il ne faut pas passer beaucoup de temps dans l'eau lorsqu'on est en contact avec les grands animaux, particulièrement ce qu'on peut appeler des grands prédateurs. Attention, ne pas croire qu'un mammifère n'est pas susceptible à un moment de charger ou de nous dire gentiment qu'on n'a rien à faire là. Il nous est arrivé de nous faire bouger par des orques ou des globicéphales, hein. Il n'y a pas que les requins dans la mer qui sont audacieux et qui peuvent à un moment défendre leur territoire d'une façon physique, on va dire. Donc, il faut vraiment rentrer dans l'eau avec humilité, avoir pleinement conscience de l'espèce que l'on va rencontrer, de savoir ce que l'on va faire, combien de temps on va le faire, la façon dont on va le faire. Ça, c'est très, très important. Et donc, en fait, on doit absolument réviser notre copie. La protection des animaux, c'est bien. Amener un maximum de gens à protéger les animaux, c'est bien. Amener un maximum de gens à les connaître. Pour les connaître, il faut les mettre dans l'eau. C'est une chose, mais attention, pour pouvoir fréquenter les animaux, il faut avoir l'habitude de le faire. Parce que si on n'est pas assez aguerri en termes d'aquaticité, en termes d'observation, si on n'est pas complètement autonome dans l'eau, en surface ou sous l'eau, on va déjà générer un problème Ça peut en vite termes déraper. d'observation et ça peut très vite déraper, effectivement. « 99, les toutes premières fois on allait en Égypte. Et à l'époque, c'était quand même un requin qu'on appelait le requin du large, bien sûr, le requin longimane, l'océanique. C'est un requin qui était défini comme étant un requin qui avait très rarement l'habitude, voire jamais l'habitude de rencontrer l'homme. C'est ce qui se Dépend disait. à quel endroit. Et donc qui était susceptible de vivre au large. Et donc tout ce qu'il voyait était comestible. Donc il fallait vachement se méfier de cet animal parce qu'il était susceptible de toute façon de rentrer en mode de prédation avec quoi que ce soit. Et il y avait des histoires avec des requins longimanus que l'on avait retrouvés avec des boîtes de cancer, des, des, des plaques d'immatriculation humain et ainsi de suite. Bon. Quelles belles histoires. Comme si on avait attendu les années 80 ou 90 pour que les gens se baignent dans la mer au milieu des animaux. Ouais, non, mais c'est sûr. Depuis 2000 et quelques années,
apparemment depuis Jésus-Christ, hein, mais je vous rappelle que Sapiens, c'est à peu près 65 000 ans. Donc ça fait quand même un certain temps que les requins rencontrent les hommes et que les hommes rencontrent les requins. Donc, ils sont à considérer, à mettre dans la tranche des requins que moi j'appellerais de très jolis requins, qui peuvent effectivement être relativement audacieux. Je ne pense pas qu'ils le soient plus que d'autres. Maintenant, effectivement, ils le sont, mais pour d'autres raisons, à mon avis. Ils le sont tout simplement parce que ce sont des requins qui ont plutôt l'habitude d'être au large, et lorsqu'ils viennent au bord, c'est parce qu'ils ont été conviés à venir. Soit ils ont été attirés, de quelque façon que ce soit, soit on a tout fait pour être avec eux et eux avec nous. Et ça reste des animaux sauvages qui ont leur mode de fonctionnement et qui, à un moment, n'ont pas envie d'être dérangés. Si vous avez vu dernièrement, il y a quelques vidéos qui tournent sur le net avec une morsure d'un requin longimane, notamment dans une palanquée de plongée bouteille. Bon, à partir du moment où, alors je ne sais pas de quelle vidéo, enfin si vous voyez de quelle vidéo je parle, mais enfin c'est il y a une dizaine de jours, elle a l'air relativement neuve cette vidéo, je ne l'avais pas encore vue. Dans les premières secondes, on voit de suite que de toute façon il va y avoir un problème. Le problème, il ne vient pas de l'animal, le problème, il vient de ceux qui plongent. Il y a des gens éparpillés qui sont ça et là, c'est la première chose, qui font un peu tout et n'importe quoi, qui ne savent pas lire le comportement de cet animal, qui est chez lui et qui fait ce qu'il veut. Il ne faut pas oublier qu'il est chez lui et il fait ce qu'il veut. Et là, en l'occurrence, ce requin, il baisse la tête, il rentre les pectorales. Quand ça se passe, si vous ne pouvez pas sortir de l'eau, rapprochez-vous parce que le nombre fait toujours la différence. 1 contre 1, il y a conflit. 2 contre 1, il y a conflit. 3 contre 1, on va discuter. Donc, si on est une palanquée de 4, on se réunit tous ensemble, on fait face, et puis on fait face tout simplement. C'est beaucoup plus simple. Donc, on ne le laisse pas tourner là, comme ça, à venir, à descendre, en l'observant, en se disant, tiens, je suis en train de créer une interaction. Pas du tout. Non, ce n'est pas une interaction. Voilà. Il faut savoir que tous les animaux sont opportunistes, hein, à commencer par nous sommes opportunistes. Donc, pourquoi ne le seraient-ils pas? Et les animaux qui se nourrissent de viande, eh ben, ils vont préférer attraper beaucoup de viande, une grosse viande qui bouge difficilement, plutôt qu'une viande qui va vite. Hein. Donc, entre une Autrichienne ou un Français qui nage mal et un maquereau qui nage vite, le choix, il est vite fait. Le choix est très vite fait, effectivement. Ouais, non, mais c'est vrai que par expérience, le longif, nous, on a plongé avec lui en Égypte, là, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, et on a vu des choses de dingue, quoi. Des gens en PMP en surface en train de s'agiter. Ils avaient des couleurs un petit peu, enfin, tu vois, ils avaient du blanc. Après, on dit, bon, après, voilà, tout le monde, voilà, c'est la façon dont on va entrer en contact avec l'animal qui va faire la différence. Dernièrement, j'ai plongé avec des gens qui sont très habitués et très avertis à plonger avec ce type de requin notamment. Et j'ai été super surpris par les mises en garde vis-à-vis de ce requin à l'endroit où j'étais, par des gens qui vraiment me parlaient des dents de la mer. Donc, par humilité, je n'ai pas été sceptique et j'ai bien voulu croire qu'effectivement, il pouvait y avoir un problème à cet endroit. Et puis, on a rencontré ces requins, qu'on connaissait, alors pas ceux-là, mais cette espèce, hein, les longimanes. Il y en avait 3. Et ils ne se sont pas comportés différemment de ce que j'avais déjà vu à travers tous mes voyages. Par contre, les gens avec qui j'étais avaient un mode de fonctionnement qui était bien différent du mien, des gens avec qui j'avais l'habitude de plonger, et qui effectivement pouvaient générer un problème. Et j'avais presque envie de dire à ces gens, franchement, si c'est pour être comme ça dans l'eau, il ne vaut mieux pas y être. Hein. J'ai eu la même problématique dans un aquarium il y a de très nombreuses années, un très grand aquarium quelque part en Europe, qui est réputé pour être un aquarium à requins. Je n'étais pas super fan de plonger dans cet aquarium, mais je n'avais pas trop le choix. Et je suis tombé sur un soigneur terrorisé par les animaux qu'il était censé côtoyer au quotidien.
Et franchement, je me posais la question à un moment de rentrer dans l'eau, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est l'erreur d'appréciation de cette personne, sa traduction fausse, erronée du comportement de ces animaux, donc sa non-connaissance de l'animal, du comportement de l'animal et de l'homme au contact de cet animal qui générait le problème plus que la rencontre en elle-même. Après, très honnêtement, un requin, comme tous les animaux, n'a rien à faire dans un aquarium. Donc forcément, il C'est peut compliqué, ça avoir… c'est un débat, c'est clair, mais c'est bizarre parce qu'en tant que soigneur, il devrait justement être passionné. Bon, après, Et tu peux être passionné et te retrouver c'est à triste quand être même. soigneur dans l'aquarium qui n'était pas celui que tu voulais. Oui, Tu rêvais voilà. des phoques et tu te retrouves avec des requins taureaux, par Triste parce exemple. que c'est vrai que Théa, bon là, elle a fait un stage. Et Longiman. Voilà, elle a fait un stage avec les tortues là, à Au l'aquarium du Gros, Cesmed, au ouais. Cesmed, tu sais, au Gros du Roi. C'était extra. Bon, après, c'est des tortues, c'est différent. Tu sais, elles sont ramenées par les pêcheurs. Donc, ils les soignent. Ils essayent de les remettre ensuite dans un bassin de réadaptation, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et après, ils les remettent dans l'océan. Et du coup, bon, vu que c'était à l'aquarium du Gros du Roi, elle a voulu aller voir les requins, même si c'était un peu compliqué parce qu'elle était hyper triste. Mais bon, du coup, elle est allée voir le soigneur, elle a discuté un petit peu avec lui, mais il était vraiment passionné par cet animal. Bon, après, voilà. Mais ce n'est pas un problème de travail ou d'emploi ou de métier, c'est un problème de personne. Oui, Tiens, à propos des tortues, l'animal m'ayant le plus mordu au monde, ce sont les tortues. Hein. Tu vois, ça Aucun m'étonne au Gros du Roi, la tortue, dans l'aquarium des chat. requins, l'animal dont ils ont le plus peur quand ils plongent, c'est la tortue qui fait combien de mètres? Comme dans tous les aquariums. La tortue Bien cavole, sûr. ouais. Elle fait 2 mètres et c'est vrai que quand ils leur donnent à manger, Les requins ont peur d'elle. elle passe au-dessus des taureaux et tout, elle leur chope la bouffe et les taureaux, ils se partent. Ouais. C'est un truc de dingue, quoi. C'est impressionnant. Hein. Dans le règne animal, ceux qui respirent sont les plus forts, sachez-le. L'état de conscience et de connaissance, on y vient, fait beaucoup la différence. Donc, comment je transmets ma passion de l'environnement, c'est ça ta question? Oui, de l'environnement, de l'océan, un petit peu. En fait, je pensais qu'on pouvait la transmettre, mais en fait, non. L'important, je pense, c'est de faire la différenciation entre raconter des histoires. Donc, moi, je raconte ma vie. C'est un de mes métiers, hein. C'est une des cordes à mon arc. Donc, j'ai commencé par être éducateur sportif. Ensuite, je suis devenu athlète de haut niveau. J'ai profité de mon statut d'athlète de haut niveau dans le sport de pleine nature pour défendre des valeurs qui m'étaient chères, qui étaient d'abord des valeurs civiques, honneur, partage, courage, fraternité, engagement. Et ensuite, j'ai utilisé mon savoir-faire et mon savoir-être dans l'eau et sous l'eau en plongeant en apnée pour faire de belles choses et donner envie aux gens de faire la même chose. Et puis ensuite, j'ai raconté des histoires parce que je me suis rendu compte que les gens s'en foutaient de savoir si je plongeais en Égypte, en Océanie, en Méditerranée, quand tu vas chercher une plaquette une fois, 2 fois, 1000 fois, quand tu vas à 100 mètres, 50 mètres. Donc, quand tu as raconté que tu intériorisais les choses et que tu rentrais au plus profond de toi-même pour être le meilleur apnéiste du monde, et que la mer, c'était un peu ta mère, tu vois. Bon, quand tu as raconté ça, par contre, ce qui intéresse les gens, c'est de savoir ce que tu vois sous l'eau. Oui, ce qu'eux, ils ne verront pas forcément. Et c'est bien entendu pourquoi moi, j'ai voulu vivre ma passion de la plongée en apnée au quotidien, et pas que de la plongée en apnée, puisque je suis moniteur de plongée bouteille aussi. C'est de vivre ma passion de la mer au quotidien. Ma passion de la mer au quotidien, elle est née lorsque j'étais petit, avec mon père et mon frère, de la pêche sous-marine, du ramassage de crabes, de bigorneaux, d'étoiles de mer, et ainsi de suite. La prédation, l'observation, la cuisine, puis la randonnée, et ainsi de suite. Donc, il y a 2 choses. Il y a raconter des choses, ce que je fais, faire des conférences en racontant mes expériences, mes aventures, les montrer au travers des images que je fais ou que font mes amis photographes et caméramans, des films que l'on monte ensemble ou dans lesquels je prends part. Les réseaux sociaux maintenant, qui sont un pouvoir discutable, mais un pouvoir intéressant pour montrer des choses. Et puis ensuite, il y a éduquer les gens
non pas à protéger l'environnement, parce que c'est tellement évident qu'on n'a même pas besoin d'en parler, mais plus de les éduquer à prendre conscience de comment aller au contact des choses, comment aller au contact de l'environnement, que ce soit la montagne, la mer, sur l'eau, sous l'eau, dans l'eau, en bord de côte, comment se comporter dans cet élément, comment y être bien, parce que si on n'y est pas bien, il n'y a aucun intérêt, comment le vivre pour soi d'abord, savoir en parler, savoir le vivre, savoir le partager, et ensuite savoir si on peut avoir à un moment ou à un autre une implication quelle qu'elle soit pour ne pas déranger cet environnement dans un premier temps, et ensuite pourquoi pas le préserver ou le protéger, et après, mais quel manque d'humilité que de dire ça, ou un manque de modestie, le sauver. Ça ne sauvera jamais rien. Hein. Donc ça, c'est très important. Donc, au travers de tout ça, il y a plusieurs façons de faire. Donc, je raconte d'abord, ensuite j'invite à venir, et lorsque l'on vient, je fais découvrir. Disons que dans l'enseignement, quel qu'il soit, tu es en train de faire ton bac de français, on ne te dit pas ce qu'il faut faire, Théa. On te présente des outils, une multitude d'outils. Ces outils, on te dit voilà comment tu peux les utiliser. Cette télécommande, tu peux l'utiliser de différentes façons. Moi, j'ai qu'une envie, c'est la taper sur la table maintenant. Mais néanmoins, lorsque tu sauras toutes les façons différentes de l'utiliser, eh bien, tu sauras donc maîtriser tes outils. Et en maîtrisant tes outils, à toi, par la suite, de construire ton propre chef-d'œuvre. C'est des conneries de dire la génération d'avant, elle a tout pourri, il faut qu'on la sauve. De toute façon, après, il y a le passé, il y a un moment. N'importe quoi. C'est ridicule. Je veux dire, tout le monde est fautif, on est tout autant les uns que les autres. Hein, on veut tous un smartphone, un ordinateur portable. Tout le monde se plaint de ne pas pouvoir voyager depuis 2 ans, moi le premier. Hein. Donc, quand je vais en Polynésie, je n'y vais pas à la nage, hein, ni en ramant. Besoin d'avions, plein d'avions, et des taxis, et ainsi de suite. Donc, il faut être très crédible dans ce que l'on raconte. Ce qui est très important, c'est d'avoir conscience. L'état de conscience, il est très, très important. Mais surtout, j'ai envie de paraphraser Sarano, sans le copier, attention. Donc, bien sûr, mes mains. Ce qui est important, c'est d'aller au contact des animaux et de comprendre les choses. Les animaux, parce que là, on parle principalement des animaux océaniques. Il faut les connaître pour les protéger. Il faut les connaître pour les comprendre. Il faut se connaître. Pour avoir envie de transmettre, de toute façon, il faut les connaître. Bien entendu, on ne peut pas protéger si on ne sait pas à quoi l'on a affaire. Exactement. Mais pour protéger, il faut aimer. Pour aimer, il faut connaître. Voilà. Donc, ça prend du temps. Il faut des gens pour prendre les gens par la main, les amener, voir, goûter, nager avec. Oui, le ressenti, c'est hyper important. Bien sûr. Voilà. Et puis l'éducation, enfin, je pense que l'éducation pour les enfants, c'est hyper important. Enfin, l'éducation pour les enfants, elle est beaucoup plus simple que pour les adultes. Ah bah c'est clair, les adultes, il y a beaucoup de temps à rattraper. Pourquoi est-ce que j'ai créé une école pour enfants en 2000 ? Parce que je n'en pouvais plus d'entendre des adultes qui me disaient oui, mais je sais, mais moi. Un enfant, lorsque tu lui fais découvrir quelque chose, il découvre quelque chose. C'est un puits de vouloir savoir. C'est quelqu'un qui veut recevoir. C'est une éponge que tu gorges de savoir. Un adulte, il rentre de suite en compétition avec toi. C'est très difficile d'enseigner aux adultes, très difficile. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une école 100% enfants, qui s'est lissée à 80% enfants, 20% d'adultes maintenant, parce qu'il n'y a rien de plus intéressant que de transmettre avec des codes de communication qui sont les mêmes. Ça, c'est très important. Ouais, non, mais les enfants, enfin, moi, je sais que, tu vois, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles et c'est sain, ils ont des superbes questions. Bon, des questions, des fois, parfois, tu sais même pas y répondre parce que tu es tellement interloqué par la question. Mais c'est, voilà. Et en plus, bon, après, le requin, c'est vrai que soit il les effraie, soit il les intrigue. Mais il y a quelque chose qui se passe, tu vois. Après, il y a beaucoup de choses qu'ils ont entendues. Bon, les dents de la mer, ils sont trop petits, mais plein de choses qu'ils entendent. Et c'est vrai qu'il faut les rassurer
Et le but, c'est qu'ensuite, ils en parlent autour d'eux aussi. Enfin, faut pas croire. Il faut dire la vérité. Il faut pas tout confondre. Il y a protéger une espèce menacée parce qu'elle est surpêchée pour quelque raison que ce soit. Effectivement, il faut faire en sorte que ça s'amoindrisse, voire que ça s'arrête. Mais en même temps, comme on le disait tout à l'heure, il ne faut pas humaniser ces animaux qui sont des prédateurs. Complètement. Ouais. Et ce n'est pas des doudous. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Mais il y a des comportements, il y en a qui font n'importe quoi. Exactement, ce n'est pas des doudous. Ce que tu fais avec ton enfant lorsqu'il se balade au parc en lui disant tu t'approches pas des chiens, tu les connais pas, tu mets pas ton visage, c'est la même chose. Et pourtant, c'est un animal qui a été domestiqué, mais tu vas pas dire à ton enfant n'importe quel chien domestiqué, sympa, tu peux y aller, fais-lui des câlins. Mais non. De toute façon, il y a plus d'attaques de requins de chiens que de requins. Les enfants qui sont mordus ou par des animaux. Des visages non, mais... Non si, complètement. Ah, oui, complètement, c'est clair. Ouais. L'animal sauvage est un animal sauvage. Il est dans son milieu. Il n'en a rien à faire de nous. Nous, on va dans l'eau simplement parce qu'on s'ennuie sur Terre, parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie, comme moi, de faire de belles images, de raconter de belles histoires ou de vivre des choses particulières. Néanmoins, l'animal, il s'en fout. Il n'en a rien à foutre de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il ne faut pas croire que quand je suis dans l'eau et je fais des bruits de gorge, les dauphins, ils viennent, ils dansent autour de moi et c'est super. Ils viennent parce qu'à un moment, ils sont intrigués, soit il y a des bulles, soit on danse un peu. Mais c'est bien d'entendre ça. Bah oui, c'est bien d'entendre ça. J'ai entendu les dauphins avec les dauphins, les requins avec les requins, les tortues avec les tortues et les hommes avec les hommes. Si nous, on a un problème, qu'on n'est pas assez bien sur Terre et qu'on va dans l'eau, ça nous regarde. Par contre, il ne faut pas raconter que des bêtises. Ça, c'est super important. Il faut avoir conscience que l'animal est un animal, il est dans son monde, on le laisse peinard. D'accord ? Si on transcrit les problématiques avec les ours et les loups dans les montagnes, c'est la même chose. Ah oui. Je veux dire, bien oui, quand il se fait faim, les loups ont faim, et il faut qu'ils se nourrissent. Et une meute de loups, ça a besoin de manger et ça ne mange pas des fleurs. Voilà. Il faut poser la question pourquoi ils ont faim aussi. Tu vois, après, il y a plein de choses. Non, mais pas du tout. Ils ont faim parce qu'ils doivent manger 40% de leur poids chaque jour en protéines. Pourquoi tu as faim, toi? Tu as faim parce que tu dois manger minimum, parce que ton corps y est habitué 3 fois par jour. Tu pourrais manger qu'une fois par jour, faire des jeûnes intermittents, c'est la mode, être vegan ou ce que tu veux, mais il faut que tu manges. Et il faut manger de tout. C'est clair. On est d'accord ou pas? Les animaux, ils ne se posent pas cette question. Les animaux ne se posent pas cette question. Si tu es sur leur route, qu'ils ont faim, que tu es dans leur schéma alimentaire ou qu'à un moment, tu les déranges et le blanc, ça ressemble à quelque chose de comestible, eh ben, ils t'attrapent un bout de mollet et puis c'est tout. Bah oui. Voilà. Mais c'est normal, enfin, je veux dire, j'espère ne jamais me faire mordre encore par un requin ou par un autre animal parce que, hélas, ça serait une très mauvaise presse. Mais en même temps, j'ai beaucoup plus de zéro, il existe de me faire mordre que d'autres, parce que j'y suis tous les jours dans l'eau, et pas tous les jours au contact des requins, parce que je vis plutôt en Méditerranée, mais par contre, je cherche vraiment à y être très souvent. Donc, à un moment, il faut avoir conscience de ça. L'animal est un animal, basta. Ça, c'est super important. Les défenseurs des animaux, attention, parce que tu en entends énormément, hein, énormément. Et les documentaires qui racontent ce qu'ils ont envie de raconter aussi. Donc, il faut savoir faire le tri, c'est super important. Donc, il ne faut pas mettre les gens qui font des photos avec les animaux dans la case défenseur des animaux. Moi, je pratique la chasse sous-marine, je pêche, je mange de la viande, je chasse sur terre, je cueille. Mon fils, je l'initierai à la vie tribale parce qu'un homme, un enfant, un être humain doit savoir courir, nager, manger, cueillir, pêcher, cuisiner. Se débrouiller aussi. Le tofu, ça ne pousse pas sur les arbres. Je suis désolé. D'accord ? Par contre, depuis la nuit des temps, on mange de la protéine animale, de la protéine végétale, des œufs, des poissons, des végétaux. D'accord ? Voilà. Et les animaux mangent des animaux. Si vous vous posiez des questions à ce sujet-là, hein, les animaux mangent des animaux. Les tortues de mer, ça ne mange pas de la salade, ça mange des calamars. Voilà. Des petites méduses.
D'accord? Des fois, du c'est plastique. super important de bien remettre toutes les choses à leur place. Très, très, très important. C'est clair. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment aussi un problème d'éducation. Bien sûr que ça fout les boules de voir le massacre des requins à l'île de la Réunion parce que ça fait presse, l'île de la Réunion. Bien sûr que, comme beaucoup Je voulais de un gens, petit peu te demander ton avis là-dessus, mais c'est compliqué. 16 808 insultes lorsque j'ai donné mon avis sur les barrières de protection à Boucan-Canot. 16 808 insultes. C'est beaucoup sur un réseau social. C'est beaucoup. Moi, j'en ai une vingtaine, c'est rien du tout. Je me suis positionné, Laurence. Je me suis positionné. Oui, c'est ça. Par contre, j'aime d'abord et avant tout l'être humain. C'est ça qu'il faut comprendre. Après, il ne faut pas tomber dans des aberrations. Il faut essayer de pas tomber dans l'extrême, en fait. Il ne faut pas tomber dans l'extrême, tout simplement. On vit dans l'extrême. Ouais, c'est sûr, mais faut un peu, c'est compliqué. Donc, on ne doit pas défendre à n'importe quel prix et n'importe comment. Ça, c'est très important. Et surtout, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Quand on ne sait pas, on ne dit pas. D'un côté comme de l'autre. Voilà. Après, c'est tellement facile maintenant, tout le monde donne son avis, tout le monde est expert. Oui, enfin, c'est facile de donner ton avis derrière ton écran et de ne pas t'affronter aux gens. C'est ce que je fais aujourd'hui, je donne mon avis derrière l'écran. Ouais, non, mais quand je parle aujourd'hui, j'en suis 100% sûr. Voilà. Posez-moi des questions dont je n'ai pas la réponse. J'aurai le courage de vous dire que je ne sais pas. Voilà, tu ne sais pas, tu te renseigneras. Non, mais c'est clair. Pourquoi vouloir faire changer d'avis quelqu'un qui, de toute façon, n'en a pas envie? Le problème, il n'est pas là. Je pense que le problème, il est relativement simple. C'est qu'à partir du moment où il y a un problème et qu'on l'a identifié, il y a un panel de solutions. Et dans ce panel, il n'y a pas de solution aussi. D'accord? Mais il y a un panel de solutions. Et après, il y a des décideurs, parce qu'on vit dans un monde de décideurs. À partir du moment où les choses ont été décidées, c'est ainsi. C'est dommage. C'est triste parce que ça c'est. Et tant mieux quand c'est positif. Maintenant, je vous rassure, ça fait pas très longtemps qu'on est sur Terre. Et à la vitesse où ça va, on va pas rester très longtemps. Donc, c'est clair. Il ne faut pas être trop collapsologue non plus. Je l'ai été à un moment à tort. C'est usant. La théorie de l'effondrement, elle est intéressante comme point de départ pour commencer à avoir un début de recherche, d'analyse et de mode de compréhension. Ça, c'est très important. Donc, la théorie de l'effondrement, elle est intéressante pour commencer à se poser des questions. Ça, c'est intéressant. Et à partir de là, il faut se cultiver, lire, comprendre, écouter, avoir son propre avis sans pour autant être cultivé et puis attendre. Parce qu'il y a un proverbe très important qui dit « qui vivra verra ». Et ça, c'est très, très important. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour effacer cette crainte, tout simplement parce qu'on n'a peur que d'une seule chose dans la vie, c'est de l'inconnu. Pour ceux qui parlent anglais, j'ai fait un TEDx sur To know the unknown, connaître l'inconnu. À partir du moment où on identifie l'inconnu et qu'on fait en sorte de le connaître, cette chose ne peut plus être crainte puisqu'elle est d'abord, on s'y familiarise, on la dompte et par la suite on la maîtrise. Donc, à partir du moment où j'ai compris que j'avais peur de quelque chose que je ne connaissais pas, il fallait que je le connaisse pour ne plus en avoir peur. Et donc, je suis allé le plus possible au contact de ces animaux, de plein de façons différentes, en tant qu'observateur, en tant que photographe, en tant que caméraman, en tant que chasseur sous-marin. J'ai créé énormément de réactions ou d'interactions qui se sont soldées par des moments surprenants ou des moments terrifiants, des moments amusants. Et ça nous a tout simplement permis, aux gens avec qui j'étais et moi-même, de progresser dans notre connaissance de cette espèce, qui était très intéressante pour moi, d'abord, parce qu'elle me permettait justement d'effacer cette crainte et de pouvoir continuer à pratiquer ma discipline
de façon très détendue. Maintenant, sereine, j'ai été chargé récemment par un gros bulldog pendant une partie de chasse sous-marine à 2 reprises, à 3 km de distance, par le même animal, à presque 1h15 d'intervalle, de 2 façons vraiment différentes, complètement pas du tout prévues, imprévues, et vraiment surprenantes, que je n'ai pas su expliquer. Et j'ai eu beaucoup de chance, parce que lui avait décidé vraiment de me faire comprendre que j'avais rien à faire là. Et je peux vous dire que j'en ai vu des requins, hein, j'en ai vu dans toutes les situations. Et celui-là, je ne l'ai pas vu arriver, je ne l'ai pas senti arriver. La première fois, il m'a vraiment surpris. La deuxième, il ne m'a même pas surpris, il a surpris mes coéquipiers. Il m'a, ce qu'on appelle, bougé, vraiment bougé. Voilà. Donc, c'est un animal isolé, un individu qui était là en même temps que nous et qui avait sa façon de se comporter pour quelque raison que ce soit. Et moi, j'en avais une autre. Et voilà, ça s'est très bien terminé parce que j'étais pas seul et parce que les gens avec qui j'étais étaient proches de moi. À 2 mètres, ça se serait passé différemment. S'ils avaient été encore plus proches de moi, peut-être que je ne vous raconterai même pas l'histoire parce que l'animal ne serait pas venu autant au contact, mais vraiment au contact. Mais voilà. Donc, quand on est dans la mer, on est au contact du monde sauvage. Il faut en avoir conscience. C'est clair. Exactement. Lorsque je suis en Afrique du Sud, je ne vais plus courir tout seul dans la pampa, je cours sur la route parce que le black mamba, c'est un serpent très particulier et on ne va pas courir comme on va courir ici. Là, tiens, c'est sympa la forêt, là, je vais aller faire un tour. Je me suis amusé à faire ça une fois, je ne le ferai pas 2 fois. Hein. Et en Afrique du Sud, j'y suis allé plusieurs fois. Donc voilà, il y a le monde sauvage, c'est le monde sauvage. Il y a un comportement à avoir. Non, mais c'est clair, c'est clair. Je vais faire un peu de promotion personnelle avec Greg Lecoeur. Depuis 1 an et demi, nous travaillons sur un livre qui s'appelle, le projet s'appelle Le cœur de l'océan. Le livre issu de ce projet s'appelle Océan face à face. Il sort le 21 octobre prochain. Il est agrémenté de magnifiques photos de Greg Lecoeur aux éditions Le Duc. Une grande partie de nos aventures a été filmée notamment par Kevin Sampé. Oui. Ça donnera non pas lieu à un documentaire comme prévu, mais plutôt plein de petits clips qui nous permettront de faire une dizaine de conférences à travers la France d'abord et ensuite en Europe, des expositions et des conférences, non pas sur la protection de l'environnement, mais sur l'aventure de cette magnifique plongée dans les océans qu'est le cœur de l'océan, notre façon de voir le monde sous-marin et océanique. Et bien entendu, nous serons ouverts à toutes les questions qui déborderont bien sûr sur la protection de l'environnement, mais ça n'est pas le leitmotiv principal. Donc ce livre sortira le 21 octobre. Vous en entendez parler depuis un moment, vous allez en entendre parler de plus en plus. On est dans les starting blocks car il nous reste encore quelques animaux à photographier. Nous les avons, mais pas ensemble, c'est-à-dire, pour vous donner une idée, nous avons fait des photos de cachalot, Greg dans son coin, moi dans le mien, mais tous les 3 ensemble, pas encore. Tu as vu, il y en a eu à Montréal la semaine dernière. Ils ont fait une rencontre de cachalot. Non, je n'ai pas vu qu'il y en avait à Montréal, non, je n'ai pas fait attention. Ils ont eu la semaine dernière. On a plongé à Montréal il y a presque 1 an. Presque, juste avant nous. On allait faire des baleines là. Ok. Ok, bon, voilà. Donc, et du coup, non, mais c'est top, tu nous tiens au courant pour ça. Tu seras peut-être à Galatea, du coup, ça aurait pu être sympa d'être à Galatea. C'est en novembre. Oui, attends, c'est quand Galatea? En novembre, bien sûr. Écoute, c'est du 17 au 21. Nous, on y sera aussi avec Shark Mission France, hier. Ça pourrait être sympa. En plus, si le bouquin est sorti. Bisous, prends soin de toi. Bisous, Marius. Et à bientôt. Et gros bisous à toute ta petite famille. Au revoir. Salut. Merci, Pierre. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Salut.